La première table ronde de la matinée était une table ronde, disons, un peu généraliste. Cette seconde table ronde que nous abordons maintenant va être plus centrée sur ce qu'on a appelé l'université et la décision publique, les influences, les collaborations entre ces deux mondes que sont le monde de l'université, que ce qu'est le monde de l'université et le monde de la décision publique, entendu au sens le plus large, c'est-à-dire de la décision administrative, mais aussi la décision politique. Alors donc, vous l'aurez compris, on va essayer de mettre les choses en perspective, en double perspective, une perspective historique d'une part, puis une perspective, comme on dit en mauvais français aujourd'hui, de benchmarking avec des pays à la fois étrangers et proches de nous. Une première constatation qui est un peu, pardon, c'est un peu du café du commerce, mais néanmoins, on sait qu'en France, relativement peu nombreux sont les hauts fonctionnaires ou les responsables politiques élus, et en général les décideurs publics, qui soient des universitaires ou qui aient même été formés à l'université. En gros, qui aient un jour usé leur fond de culotte sur les bancs de l'université. Et ça, c'est une spécificité française. D'autre part, et sans que ceci n'explique tout à fait cela, les produits de l'université, les produits de la science, de la recherche, les productions intellectuelles, comme ceux qui les produisent, sont relativement peu mobilisés, en tout cas c'est la vulgate qu'on en a, dans la prise de décision publique à tous les niveaux, souvent peut-être parce qu'ils sont tout simplement mal ou peu connus. Alors, une hypothèse, c'est que les effets de L'objectif donc de la table ronde, c'est évidemment d'aller un peu plus loin que ce diagnostic que j'ai appelé café du commerce, de le nuancer très certainement. Il y a autour de nous des hommes, je dis des hommes parce que c'est une table ronde pas très, enfin une table linéaire, pas très paritaire. En tout cas, il y a des hommes autour de nous qui sont à la fois des décideurs publics et des universitaires ou anciens universitaires. Et je voudrais aussi qu'on s'interroge sur la façon dont on peut, alors en employant un terme un peu pédant, encourager les fertilisations croisées entre le monde de la décision publique et le monde de l'université. Dans quelle mesure y a-t-il vraiment une spécificité française? Alors, mesurée en particulier, bien sûr, à l'aune des États-Unis ou de la Grande-Bretagne. Quels sont les facteurs de blocage, de part et d'autre d'ailleurs, des logiques professionnelles différentes, un manque de circulation des compétences, la dichotomie dont on a déjà beaucoup parlé tout à l'heure entre l'université et les grandes écoles, entre les écoles du savoir, enfin les universités du savoir et les écoles du pouvoir, pourrait-on dire. Tout ça joue évidemment un rôle. Quel rôle joué en France aussi par des disciplines plus directement en prise avec la décision publique? On peut penser par exemple au domaine de la santé, ou à des ministères plus techniques que les ministères généralistes. Et enfin, la communauté scientifique elle-même éprouve-t-elle ou non le besoin de participer davantage à la décision publique et au débat public. Le débat public, on sait en France, on a des exemples récents que le débat public n'est pas chose facile à mener dans notre pays, contrairement à d'autres pays proches. Est-ce que l'une des raisons n'est pas aussi à rechercher dans cette différence de culture entre l'université et le monde de la décision publique? Alors pour parler de tout ça, encore une fois en 8 à 10 minutes si possible, et j'espère que vous m'excuserez si je suis amené à vous couper à un moment ou à un autre, messieurs. Pour parler de tout cela, il y a d'abord Bill Rummel, qui est le vice-président exécutif de l'université de Plymouth, en Grande-Bretagne, et qui est ancien ministre de l'enseignement supérieur dans le gouvernement de Tony Blair. Monsieur Rummel pourra mettre en perspective le cas français, en apportant l'éclairage de la Grande-Bretagne. Et il pourra livrer le témoignage au fond d'un universitaire qui a été aussi un responsable politique au plus haut niveau de son pays, sur le rôle des universités en politique en Bretagne, sur la mobilisation des savoirs académiques par le politique, sur les dispositifs d'interface entre les deux mondes, et aussi sur les débats dont, en ce moment même, l'université, débat très, dense, dont l'université fait l'objet en ce moment même dans son pays. Je précise que M. Rummel, même si je sais qu'il parle bien français, préfère s'exprimer en anglais, mais il y a des casques pour ceux qui
le souhaiteraient à l'entrée de la salle. Monsieur Hamel, je vous passe la parole pour 8 à 10 minutes. So. Oh, if you want to, yeah. Well, I hope it works. Bonjour mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui dans ma cité favorite dans tout le monde et de participer dans un colloque international très intéressant. Comme il a dit, je m'appelle Bill Rameau, je suis vice-président exécutif de l'Université de Plymouth en Grande-Bretagne et je suis aussi l'ancien ministre de l'enseignement supérieur au Royaume-Uni dans le gouvernement de Tony Blair et de Gordon Brown. Alors, bien que je sois licencié en français, c'est bien longtemps que je parle plus le français couramment. Alors, si c'est d'accord avec vous, je vais continuer en anglais. There's a very short time, and therefore, remembering the need for brevity, I'll try to remember something that the poet Shelley once said about a politician, saying that he had lost the ability to think, but unfortunately not the power of speech. So I really do need to keep things short. Now, in looking at your discussion today, the world of higher education and public decision-making, what influence, what collaboration, I believe I've been asked to explain how UK universities influence public and government decision-making in the United Kingdom. And I've been asked to give that perspective as someone in the UK who, if you like, has had a foot in both camps. A government minister responsible for our universities, with all the prejudices that brings, and now a Deputy Vice-Chancellor at a UK university with all the prejudices that brings. And in looking at the UK system and comparing it to France, it strikes me that there are very clear differences. For example, we in the UK do not have the divide between the Grandes Écoles and the university system, and yet we still have significant differences of view between universities and government. But the vast majority, and I think this is the important point, the vast majority of our civil servants and politicians will have studied at a university and to some extent will be imbued with university values and university methods of working. And in a real sense, their judgments and the values of these leaders are to some extent conditioned by that experience. I think it's also worth commenting that the UK has a relatively unique structure of autonomous, well-resourced student unions where many senior civil servants and politicians cut their political teeth with a small p and gain experience of decision-making. In the government that I served, about half the members had gone through that experience. And as that role is to interact with and to influence the university, so these people get to understand universities and the way that they work. The point I'm trying to make is that because of the structure of our higher education system, there is a natural degree of empathy and understanding between the university world and the governmental world. So it's with that as a backdrop that I try to describe how in practical terms our universities in the UK influence public decision-making, and I think they do that in a number of ways. Firstly, the world of academia through universities provides a fertile breeding ground for ideas, for thinking, for public policy development that is then consumed by political parties and by government, both in the field of policy development for higher education, but also in the broader policy perspective. And I think as for parties in opposition, as they look towards government, that influence, if anything, is even stronger. The consumption of all of this happens in a number of practical ways in government, and I think it's maybe helpful if I describe some of those. Senior officials and ministers within the Department for Business Innovation and Skills, which is the government department that oversees universities, will practically meet every 6 weeks for a meeting to discuss respective policy agendas, widening participation, research funding, fees, recruitment of overseas students. So in a very real and practical sense, there is an ongoing dialogue. We also inhabit the same world. Ministers, civil servants, leading academics and university leaders speak regularly and meet regularly at policy conferences. So there's a real role to drive forward the policy debate, and in doing that, it engenders interconnection.
Practically speaking, universities in the UK also fund a House of Commons university group, where they will meet regularly with members of Parliament, peers in our second chamber, in a real attempt to influence decision-making and to influence the government. Universities organise fringe meetings at our annual party conferences and provide a platform for debate and engagement. And there has also developed over many, many years a culture within government of not wanting, if it can be avoided, of being in conflict with the world of universities, because our universities are seen as important opinion formers. So, for example, our highly ranked universities have had a direct channel of communication with Number 10 Downing Street under successive Prime Ministers, because those Prime Ministers of all parties have seen that if there is a burning concern within the university world, it's one that they want to be able to listen to and respond to. Within universities, the role of the Vice-Chancellor, both individually and collectively, is often seen as being about providing solutions for government in practical terms. And that role has been recognised and applauded by successive governments. All of which, I think, has led to a situation, and I'm not standing here and advocating our system as the one that gets everything right, because all of that has led to a situation where senior civil servants, and this was certainly my experience, often saw their role in a sense of advising ministers of the view of universities rather than advising universities of the view of government ministers, and that creates a tension. I'm exaggerating a bit to make a point, but I think there's a kernel of truth there. But where our universities have had influence is where they have spoken with one voice. And for example, on the funding of student numbers, on access to higher education, they have spoken with one voice, and I think they've had some real influence. On research, in terms of the distribution of funding, there's been a difference of interest between our universities. There's been a lack of a clear single voice, and there's been less success. And certainly most recently in the UK, with the introduction of a greatly increased tuition fee system of up to £9,000 per year, universities were not united in their view, and they therefore had significantly less influence over government. But if I look back to my time as Minister for Higher Education, I think I can identify a number of areas where our universities did have real influence because they were united. Certainly our current fee system, and the one I referred to is the one that's coming in 2012, but the current fee system, where universities can charge up to £3,000 per year, universities were united and genuinely influenced the legislative outcome that enacted that fee system. In terms of, I said earlier about research funding and the distributions of research funding, there was not a consensus, but the means of distribution there was, and it was our universities who argued from a move away from peer assessment to a more metrics-based approach, and that has led to the creation of a new research funding methodology that will be coming forward in the next few years. And they did that by talking directly to our Treasury, to Number 10, to government ministers, and had real influence, although interestingly, when we delivered the new system, they then denied responsibility for ever having thought of the system in the first place. In conclusion, because I know we've got a very short time available, I think that because of the cultural affinity between our politicians and senior civil servants and universities, because those decision makers understand our universities and how they work, but crucially as well because our universities proactively organise to influence the policy debate, our universities do have influence over public decision making, and by and large I think that has been a force for good. But none of it stops our universities from still lamenting what they perceive as not enough influence. What relevance that has to your structures and debates here in France, I would be happy to discuss. Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. À plus d'un titre, d'abord, vous avez respecté avec une parfaite
concomitance le temps qui vous était imparti, c'était tour de force. Je trouve extrêmement intéressant par ailleurs cette plongée dans le système anglais et qui nous montre en gros l'institutionnalisation du rôle de l'université dans le processus même de la décision publique et politique. Je crois que c'est assez passionnant, même si évidemment il faut se garder, comme on le disait tout à l'heure, des fausses bonnes idées qui consisteraient à prendre un modèle qui ne correspond pas à notre histoire. Je trouve aussi très intéressant cette idée que les responsables politiques, d'une certaine manière, ont à cœur eux-mêmes de faire le chemin vers l'université, peut-être parce que, encore une fois, ils ont été formés exactement aux mêmes endroits que les professeurs d'université contemporains. Je pense intéressant maintenant de donner la parole au directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, Patrick Hetzel, qui, en contrepoint, en quelque sorte, va nous livrer un point de vue institutionnel sur la possibilité de parler au fond, de lieux de médiation propres aux universités, aussi bien en ce qui concerne les offres de formation que le pilotage de l'activité de recherche, l'information scientifique et technique, la valorisation, la vie étudiante, tout ça en lien avec le processus de décision publique. Je vous cède la parole. Merci beaucoup. Je voudrais simplement revenir sur quelques idées clés qui me semblent intéressantes. Évidemment, cette question est très, très large, hein, l'université, la décision publique. Simplement, le premier point sur lequel je voudrais insister, et permettez-moi de citer Edgar Morin, l'un des points clés aujourd'hui pour nos sociétés occidentales, c'est de refonder l'intelligence de la complexité. Et cela doit être une priorité également pour la France. Une fois qu'on a dit cela, et si vous regardez les travaux de Morin, il insiste évidemment beaucoup sur la nécessité de prendre en compte la complexité. Cette question de la complexité, lorsqu'on la met en perspective avec la prise de décision publique, on s'aperçoit que là aussi, il y a nécessité d'aller plus loin. Et à cet égard, l'université a évidemment un rôle important à jouer parce qu'elle peut justement faire en sorte que la décision publique soit remise dans un contexte qui est celui de la complexité ambiante. Et d'ailleurs, il suffit de voir les thèmes qui ont été abordés au cours de la première table ronde pour s'apercevoir que nous sommes bien dans un univers qui est celui de la complexité. Et donc, comment peut-on arriver à concilier la complexité de cet environnement et donc de la prise de décision dans cet univers complexe avec un temps qui est généralement celui du politique, qui, lui, est extrêmement court. Évidemment, on se retrouve là très très souvent pris dans une difficulté qui d'ailleurs, si on la met là aussi en perspective avec les questions éducatives, qu'il s'agisse d'enseignement scolaire ou d'enseignement supérieur, c'est encore plus important parce que entre le moment où vous prenez des décisions sur un plan de réussite en licence et le moment où vous pouvez en mesurer les effets concrets, vous avez au bas mot 3 années, puisqu'il faut évidemment que le dispositif prenne sa pleine mesure. Et donc là, on voit bien un premier enjeu qui est celui de la nécessaire prise en compte de la complexité et de la temporalité. À mon sens, l'université a évidemment un rôle extrêmement important à jouer, et notamment non seulement l'université d'aujourd'hui, mais aussi l'université de demain, c'est-à-dire celle que nous souhaitons voir advenir au fil du temps, parce que ce qui fait la richesse du système universitaire, c'est sa pluridisciplinarité, et donc la possibilité, avec des angles pluriels, d'essayer d'aborder le même objet. Et je crois que ça aussi, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet là aussi de se rendre compte qu'il faut éviter le système du one best way, c'est-à-dire qu'en réalité, la décision publique, évidemment, elle doit aussi s'inscrire dans une prise en compte de différentes voies possibles. Et à cet égard déjà, je pense que l'université a un rôle important à jouer. Alors cela a été rappelé par le recteur de Paris au moment du propos introductif, et ça a été un petit peu abordé au cours de la table ronde précédente. Entre l'université et le décideur public, ce sont d'une certaine manière des mondes qui ont en France eu tendance à s'ignorer, alors qu'ils sont fortement interdépendants. Là aussi, si vous en avez le temps,
allez tout à l'heure visiter la salle qui s'appelle la salle Auguste Gréard. Vous y verrez un tableau qui, à mon avis, enfin c'est un tableau que j'aime beaucoup, puisque c'est la représentation de l'accueil et de l'hommage rendu par la nation à Pasteur. Et vous verrez que c'est le président Sadi Carnot qui, à son bras, soutient le vieux scientifique qu'est Pasteur. Et c'est véritablement l'hommage de la nation à la science. Je crois que quelque part, dans ce tableau, on voit bien ce qui a été fondateur au cours du siècle dernier, c'est-à-dire la nécessité de se rendre compte que la science, et par voie de conséquence également le système d'enseignement supérieur et de recherche, est susceptible de permettre d'aller vers le progrès. Et je crois que là aussi, si aujourd'hui il y a d'ailleurs parfois des rapports qui sont complexes, c'est parce que dans un certain nombre de cas, on s'aperçoit que cette voie qui est celle du progrès, eh bien, on a parfois plus de mal évidemment à l'apercevoir, et en tout cas, nos concitoyens ont plus de mal à l'apercevoir. Je ne sais pas si vous avez lu Le Monde d'hier, enfin daté d'aujourd'hui, nos concitoyens ont confiance dans la science, mais ils n'ont pas confiance dans les chercheurs. Du moins, c'est ce que montre l'étude. Là aussi, cela doit nous interroger, parce que cela veut bien dire que collectivement, les choses sont appréciées, mais qu'en même temps, les acteurs individuels, le regard qui est porté sur eux, est évidemment tout à fait particulier. Dans la nécessaire, à mon avis, relation entre décideurs publics et monde du savoir, il y a une autre particularité, on l'évoquait en aparté au moment de la pause. Nous avons une culture très récente en matière de think tank. Et à cet égard, je suis évidemment très heureux que Dominique Régnier soit présent autour de cette table ce matin, parce qu'encore une fois, je pense que les think tanks ont un rôle important à jouer pour établir cette relation entre les univers où se produise la connaissance et les univers où, en quelque sorte, on peut être amené à mobiliser ces connaissances pour prendre des décisions. Et je crois que dans les années à venir, ces think tanks joueront sans doute un rôle encore plus important, et du moins j'espère que les universités, et par voie de conséquence les universitaires, pourront être présents dans ces instances, là aussi, pour contribuer évidemment à les alimenter et faire part évidemment de leur apport. Ce qui est très frappant aussi, c'est que lorsque vous prenez le cas de la France, vous vous apercevez que la recherche en management public est très peu présente. Alors, il y a des facteurs objectifs à cela. Notamment avec la création de l'École nationale d'administration, considérée comme une école, comme son nom l'indique, d'application, n'ayant pas de corps professoral propre. Et donc, à cet égard, on voit bien qu'on est loin du schéma que l'on retrouve dans un certain nombre d'autres pays où se sont développés des Schools of Public Affairs, qui d'ailleurs sont par essence même pluridisciplinaires et qui inscrivent, je dirais, dans leur mission le fait de réunir un certain nombre d'enseignants-chercheurs pour, là aussi, former au meilleur niveau, évidemment, ceux qui se destinent au monde du management public. Et je crois que là aussi, nous avons encore des progrès à faire. Alors, les choses progressent, ce qui est très, très, très positif, par exemple, à cet égard, et je prends ce cas singulier, c'est que l'École nationale d'administration, d'abord, tisse de plus en plus de liens avec les universités, et d'ailleurs, elle a décidé de rejoindre un press, et on voit bien que là aussi, on s'inscrit maintenant
dans un processus plus important d'universitarisation. Donc les choses sont clairement en train d'évoluer à cet égard, mais il faut bien le dire, nous venons d'assez loin et je citerai une autre anecdote qui m'a souvent frappé quand je présidais des réunions interministérielles à Matignon, c'est de voir qu'autour de la table, finalement, très peu de mes interlocuteurs, pourtant inspecteurs des finances, conseillers à la Cour des comptes, n'avaient une véritable connaissance de notre système de recherche et n'avaient pas de véritable connaissance des méthodes déployées par la recherche. Et je pense qu'il m'est arrivé à plusieurs reprises de dire, alors ça a frappé mes interlocuteurs, quels sont les travaux de recherche sur lesquels vous vous appuyez pour dire ce que vous dites ? Alors évidemment, dans le milieu universitaire, ça nous semble une évidence. Et donc, on s'aperçoit que dans un certain nombre de cas, l'entraînement est extrêmement bon pour, évidemment, affirmer un certain nombre de choses de manière péremptoire. Mais après, quand vous commencez à voir quels sont les fondements sur lesquels s'appuie ce qui est énoncé, eh bien, parfois, ces fondements ne sont pas existants. Et ça, typiquement, c'est quelque chose qui, lorsque vous êtes dans une démarche académique, c'est évidemment la base même du travail de l'universitaire. Donc je pense résolument que ces liens entre décision publique et université, dans les années à venir, ne peuvent que s'amplifier. Alors, autre point évidemment important, je pense que nous avons connu un certain nombre d'évolutions. Elles ont été citées tout à l'heure. L'histoire, il ne s'agit pas forcément de la juger, mais il est clair que nous avons connu un éclatement extrêmement important à la sortie de 68. Cet éclatement a été un éclatement de nos institutions universitaires. On voit bien que ce qui est engagé, évidemment, depuis quelques années, c'est à nouveau de reconstruire différemment ce système universitaire. Lorsque l'on interroge les collègues étrangers, ce qui les frappe beaucoup lorsqu'on parle de notre système universitaire français, c'est qu'ils ont été, eux, très marqués de voir qu'un certain nombre de nos découpages universitaires post-68 ont été purement le fruit de clivages idéologiques et non pas disciplinaires. Et donc, évidemment, je pense que là où les choses sont en train d'évoluer positivement, c'est que l'on en revient d'abord à renouer avec une vision plus holistique de l'université et bien entendu une université où aussi bien l'interdisciplinarité que la pluridisciplinarité ont leur place, même si là aussi, et les présidents d'université présents dans la salle le savent, cet exercice n'est jamais simple puisqu'il faut évidemment là aussi trouver un équilibre évidemment entre les différentes composantes présentes à l'intérieur de notre système universitaire et à cet égard l'équilibre n'est pas toujours simple. Et je terminerai en disant que à cet égard aujourd'hui, je pense que les ingrédients sont désormais réunis pour que l'université joue un rôle plus important dans la décision publique et en tout état de cause contribue aussi davantage à la formation de nos élites. Mais ça aussi, c'est un travail évidemment qui ne peut se faire qu'en poursuivant ce qui a été engagé maintenant depuis plusieurs années, comme l'a indiqué la ministre, c'est-à-dire faire en sorte que les meilleurs étudiants reviennent également à l'université, quel que soit le moment du cursus, c'est-à-dire qu'ils y arrivent en post-bac ou en tout cas qu'ils y arrivent sinon par le doctorat, processus qu'on a engagé par exemple avec l'École centrale qui aujourd'hui est l'un des établissements qui développe de manière, je dirais, très volontariste une politique de formation au niveau doctoral au-delà de la stricte formation d'ingénieurs, avec un objectif de 25% d'ingénieurs diplômés de doctorat dans un futur proche. Voilà quelques pistes qui me semblaient intéressantes d'esquisser.
Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Je retiens de cet exposé passionnant, et lui aussi concis, que, au fond, à l'époque où on est tous à parler d'économie de la connaissance, de complexité du monde, de complexité des enjeux scientifiques, mais aussi des enjeux éthiques qui se posent à nous tous les jours. Il est évident qu'une aptitude à s'interroger, à se demander quelle piste il faut suivre, à, au fond, être un chercheur, est une aptitude qu'il faut favoriser. Enfin, c'est une attitude de vie, d'une certaine manière, qui est tout à fait indispensable et de plus en plus indispensable pour pour comprendre la complexité du monde et pour donc avoir une action sur le réel. Merci beaucoup des pistes que vous avez plus qu'abordées. Je disais tout à l'heure que la France ne se distingue pas par comment dirais-je, les fertilisations croisées entre l'université et le monde de la décision publique. Je vais tout de suite dire qu'il y a des exceptions notables et notoires. En particulier, nous avons invité aujourd'hui, il a bien voulu venir Monsieur Riffers, qui est professeur d'université, hématologue, je crois, qui a aussi occupé des responsabilités éminentes au sein de la Maison Éducation nationale, au cabinet du ministre de l'Éducation nationale, et qui était aujourd'hui adjoint au maire de Bordeaux, en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture, donc avec un portefeuille d'abord considérable et dont on peut imaginer qu'il joue un rôle considérable connaissant le maire de Bordeaux. Monsieur Riffers, je vous passe la parole. Il marche celui-là, oui. Bon, merci beaucoup de cette introduction flatteuse. Je suis très heureux d'être ici pour discuter d'enseignement supérieur et d'université, et bien qu'étant avant tout médecin et aujourd'hui très au cœur des activités de santé, j'ai souvent l'habitude de dire que mon cœur reste à l'université. Vous avez eu l'amabilité de rappeler que j'étais un acteur de l'enseignement supérieur il y a une dizaine d'années en exerçant des responsabilités locales comme président d'université puis au cabinet d'un ministre. À une époque où, je vais y revenir, en termes de décision publique, le regard du politique sur l'université était très différente du regard du politique sur l'université d'aujourd'hui. Et je crois que ceci explique un certain nombre de choses. Et puis, je ferai qui est celle d'un élu local et de relations que l'on peut avoir, non au plan national, mais sur le terrain avec l'université. Pour en revenir à il y a une dizaine d'années, le regard du politique sur l'université est assez négatif. Nous sommes à la période de la massification de l'enseignement supérieur. Le politique considère les universités avec des grosses usines devant faire face à cette arrivée encombrante d'un nombre chaque jour plus important d'étudiants. Ce sont des foyers agités. On a encore en souvenir les difficultés ayant conduit à la démission de M. Devaquet. Et finalement, ce regard négatif, il est aussi un peu partagé par la société, en particulier par les familles qui n'envoient pas à l'université les meilleurs bacheliers pour s'y inscrire, préférant le système des grandes écoles. Tout ceci est bien connu, d'autant que l'université est considérée comme un endroit où on ne forme pas un métier, en dehors des médecins dont je suis et de certaines carrières juridiques. Ce qui fait que, in fine, comme nous sommes obligés d'être brefs, je suis obligé d'être caricatural. Voilà. Ce qui fait que, in fine, il est vrai que parfois, lorsqu'il y a des difficultés budgétaires lors des votes de la loi de finances, l'enseignement supérieur et la recherche peuvent être considérés alors comme une certaine variable d'ajustement. Pourquoi, en dehors de ce que j'ai dit sur les caractéristiques propres de l'université? Parce qu'effectivement, il y a une méconnaissance de ce qu'est l'université. Vous avez rappelé que dans la décision publique, il y a assez peu d'universitaires. Il y a assez peu d'universitaires à l'Assemblée nationale. Quand ils en sont surtout des médecins qui sont une race particulière. Il y a assez peu d'universitaires, ça je peux en témoigner, dans les cabinets ministériels. Aux réunions interministérielles à Matignon, il y avait très peu d'universitaires. Donc il y a assez peu d'universitaires dans la haute administration. Il y a assez peu d'universitaires dans les entreprises qui, comme on le sait, embauchent essentiellement des ingénieurs et pas des doctorants. Bon, donc il y a une
certaines responsabilités des employeurs publics ou privés sur la méconnaissance du système universitaire. Et puis je crois aussi qu'il y a une certaine responsabilité des universités, en dehors du caractère désordonné de leur fonctionnement que je signalais tout à l'heure. C'est vrai que les écoles doctorales n'ont toujours pas fait l'effort de former les doctorants à des sujets plus ouverts et notamment au management, comme vous le rappeliez. C'est vrai que lorsqu'on parlait de valorisation de la recherche, je me souviens d'une émission de FR3 de Cavada, j'ai oublié le titre de cette émission, mais de l'émission générale, mais le titre du sujet, c'était « À qui appartient la science ?» Je peux vous dire qu'il y a une dizaine ou une douzaine d'années, à qui appartient la science, il y en avait beaucoup qui disaient aux chercheurs seuls. Et l'ouverture sur la cité était à ce moment-là encore plus médiocre. Donc un regard du politique sur l'université assez négatif, à responsabilité partagée, et pourtant les choses changent. Je reprends un petit peu ce qui a été dit ce matin dans la première table ronde. Pourquoi elles changent? Je crois qu'il y a eu, issu du Conseil d'analyse économique, un rapport par Elie Cohen, Philippe Aguillon et un troisième dont je ne me souviens plus le nom, mais qui est sur la prospective et qui montre que finalement un pays comme la France, qui ne peut pas survivre avec une économie d'imitation par la concurrence des pays émergents, se doit d'avoir une économie d'innovation. Et pour avoir une économie d'innovation, certes, avoir un système de recherche performant, mais aussi augmenter le niveau d'universitaires reformés au moins à Bac+3. Et ça, pour en augmenter le niveau en grand nombre, il n'y a que les universités qui peuvent le faire. Premier point. Première, à mon avis, prise de conscience. Deuxième prise de conscience, les politiques, qui sont très souvent issus du territoire français, commencent à s'apercevoir aussi que la présence d'une université dans le coin, c'est un facteur de développement économique et d'emploi considérable. D'abord parce que les étudiants, les profs, les chercheurs, ça consomme. Ensuite, on construit des bâtiments, même s'ils ne sont pas très entretenus, ça fait de l'emploi. Et puis, lorsqu'on veut attirer des entreprises sur un territoire donné, il est vrai que les chefs d'entreprise, ils regardent beaucoup s'il y a du tissu universitaire dans le coin, pas seulement d'ailleurs pour créer des relations de développement technologique avec les universités, mais aussi pour que les enfants de leurs salariés puissent faire des études d'un très bon niveau. Donc, deuxième élément très, très important. Et puis troisième élément, je pense que c'est à ce moment-là, et je le dis peut-être, mes chevilles sont un peu trop gonflées, mais c'est vrai que les premières discussions que l'on lance à ce moment-là sur la première ébauche de loi sur l'autonomie des universités, même si elles se sont soldées par un échec, ont quand même amené à une réflexion générale sur l'université qui, je crois, a contribué à amener les deux textes législatifs que l'on a rappelé ce matin, qui ne sont pas seulement d'ailleurs le texte de 2007, mais précédés aussi d'un texte législatif en 2006, recomposant de façon considérable le paysage de l'enseignement supérieur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'université est considérée comme quelque chose d'indispensable. Moi-même, je pense que parmi les services publics, c'est peut-être, s'il faut faire un classement qui devrait conduire à des décisions budgétaires, le service public numéro 1 qu'il faut préserver. Et cette évolution et cette prise de conscience a amené à la loi sur l'autonomie des universités et surtout en loi de finances des abondements très importants qu'il y a eu sur l'enseignement supérieur et la recherche. Ça, je crois qu'aujourd'hui, personne ne peut le nier. Alors pour autant, est-ce que c'est parfait aujourd'hui ? Je dirais non, enfin c'est parfait. Je crois que quelqu'un rappelait Paul Ricoeur ce matin. Si Paul Ricoeur revenait, il verrait quand même que c'est très différent aujourd'hui de ce qu'il décrivait il y a un certain nombre d'années. Mais pour autant, c'est loin d'être parfait. Je continue d'avoir l'impression, et là je reprends un petit peu ma casquette d'élu local, qu'il est toujours difficile de discuter avec l'université. Peut-être parce que devenue autonome et devenue riche, entre guillemets, enfin en tout cas plus riche qu'elle ne l'était auparavant, elle a peut-être moins besoin de la discussion avec le pouvoir politique local. C'est une hypothèse que je lance, sans doute un petit peu provocante, mais après tout, pourquoi ne pas la lancer ? Et il y a au moins deux sujets sur lesquels il me semble qu'il y ait des progrès à faire. C'est que il est toujours très très difficile de constater, un peu consternant de constater que nous ne savons pas former à beaucoup d'emplois qui nous manquent,
c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Bon, ça veut dire que quelque part, il y a un lien qui se fait mal, et s'il se fait, on ne sait pas en tirer les conséquences. Et puis, deuxième point aussi, je ne suis pas certain que la valorisation de la recherche soit encore un souci permanent des deux parties, avec les organismes et l'université et les entreprises, chacun pensant qu'il peut y arriver tout seul, sans trop faire de lien avec le voisin. Donc ce dialogue, il est à rétablir. Bon, je pense qu'avec la politique contractuelle, il est maintenant établi au niveau de l'État. Sur le plan local, c'est un petit peu plus difficile parce que l'enseignement supérieur se caractérise aussi par deux qualités, mais qui sont des sources de difficultés pour le dialogue local, mais de grande qualité. Le premier, c'est l'interlocuteur, c'est l'État. Donc le président de l'université, je ne veux pas dire qu'il est tout le temps à Paris, mais enfin c'est quand même l'État, son interlocuteur privilégié. Et je dis que c'est une qualité parce que je pense qu'il faut le garder. Deuxième qualité, le président de l'université est un homme puissant parce qu'il est élu. Pour diriger maintenant un établissement de santé publique, où je suis nommé par le ministre, je peux vous dire qu'il y a quand même une très très grande différence à être élu et à être nommé. Voilà. Donc c'est un personnage qui est un personnage puissant, et les modes de collaboration ou de discussion entre le pouvoir politique local et l'université sont aujourd'hui assez mal organisés. Bon, bien qu'il soit riche, comme je le disais tout à l'heure, le président de l'université a de temps en temps quand même besoin de l'élu local pour appuyer quelques dossiers ou pour des activités culturelles, scientifiques, sportives, que sais-je encore. Pour l'insertion professionnelle des étudiants, là aussi. Mais en dehors de ces besoins, je trouve que l'université pèse assez peu encore sur la vie de la cité, pour employer un terme un petit peu générique, et que c'est mal organisé pour ça, et en tout cas ce n'est pas organisé par la présence des collectivités dans les conseils d'administration. Et je voudrais terminer par ça pour éventuellement faire passer un petit message, je pense, partagé par beaucoup d'élus locaux de droite ou de gauche, et partagé aussi, je pense, par les autres personnes qualifiées qui siègent dans les conseils d'administration et qui représentent en particulier le milieu socio-économique. Mais je vais caricaturer parce qu'il faut que je termine. On s'ennuie toujours autant dans les conseils d'administration des universités, c'est absolument épouvantable, surtout quand il y a 4 universités sur son territoire. Et en plus de s'y ennuyer, on n'a même pas le pouvoir de voter pour le président de l'université. Bon, alors que chacun sait que dans le milieu de l'entreprise en particulier, siéger dans un conseil d'administration, c'est essentiellement, je ne veux pas dire que ce qui est amusant, mais la grande responsabilité, c'est aussi d'en modifier la gouvernance. Donc ça, je pense qu'il va à un moment ou à un autre falloir le changer, essentiellement pour faciliter le sujet qui est celui de la table ronde, à savoir le débat politique université. Merci beaucoup à plus d'un titre. D'abord parce que vous nous avez montré brillamment d'où nous venons, et en 10 ans, le chemin parcouru a été considérable. C'est vrai qu'il y avait eu le traumatisme de 1986 qui avait laissé des traces durables à droite comme à gauche d'ailleurs, peut-être plus à droite qu'à gauche, mais des deux côtés, et qu'après une longue glaciation, les choses se sont mises à bouger. Elles se sont mises à bouger d'abord par la volonté des pouvoirs politiques qui sont succédés, et puis sans doute aussi parce qu'en réalité, il y avait une attente, fût-elle non exprimée ou latente, du milieu universitaire lui-même. D'une certaine manière, la stratégie de Lisbonne, alors on n'est pas arrivé aux 3% en 2010, donc c'est un échec, mais en même temps, c'est sans doute un des éléments qui ont permis que les esprits s'habituent à la nécessité d'une réforme, à la nécessité de s'adapter au monde tel qu'il est, en quelque sorte. Alors je ne commenterai évidemment pas la petite piste que vous avez de réforme future que vous avez lancée, monsieur le professeur, à la fin de votre discours, mais je suis sûr que que beaucoup de monde aura envie de s'exprimer dessus. Et je vais passer la parole maintenant à quelqu'un qu'on ne présente pas, qui est Ezra. Je vais le présenter quand même, naturellement, c'est toujours le rôle de la rhétorique, qui est Ezra Souleyman, qui est, pour citer un autre grand universitaire qui a
passé sa vie entre les États-Unis et la France, qui est un passeur d'océan en quelque sorte, puisqu'il est à la fois bien sûr professeur à Princeton University sur la côte Est, mais aussi à l'Institut d'études politiques de Paris. Politiste de formation et de profession, Ezra Suleiman a opportunément écrit, ça va nous intéresser, sur la formation des élites en France et en Europe. Et je crois qu'il connaît mieux que personne les deux systèmes français et américain, et pourra donc se livrer, si vous le voulez bien, à une analyse comparée de la formation de ce qu'on appelle les élites politico-administratives en France et en Amérique du Nord. Monsieur Suleiman. Oui, bien sûr. Vous m'excusez de parler d'ici, mais les Français sont toujours étonnés quand ils viennent aux États-Unis comment les Américains peuvent manger et parler en même temps, avoir des séminaires, etc. Et moi, je ne vois pas comment les Français arrivent à parler avec un micro dans une main, les notes dans l'autre main, etc. Donc, comme je ne sais pas faire deux choses à la fois, je suis obligé d'être là. J'étais en train de me demander le thème de ces séances, en fait, c'est-à-dire l'université et le monde politico-administratif. Et je me suis dit, c'est très difficile d'imaginer un tel colloque, un tel sujet discuté aux États-Unis. Et je me suis posé la question, pourquoi en fait? Et je pense que la réponse est que l'université est considérée comme une institution autonome qui a, certes, il y a des différences entre les différentes universités. Il y a 4000 universités de toutes sortes de niveaux, etc. Mais en fait, comme c'est autonome, elle a ses propres objectifs et intérêts qu'elle poursuit. Et l'État, les petits États et l'État fédéral ont aussi, et puis ça évolue énormément. Donc c'est un rapport pas conflictuel, mais qui peut par moments contenir beaucoup de conflits. Ceci dit, je pense qu'il n'y a pas un État, certainement pas un État démocratique avancé, où l'État se tient à l'écart de l'enseignement en général, certainement de l'enseignement supérieur, même aux États-Unis, qui est le système d'éducation le plus décentralisé qu'on puisse imaginer. Alors, la question donc est quel est le degré d'implication de l'État dans le système de l'enseignement? Je ne parle que de l'enseignement supérieur, bien entendu. Et la méthode et les moyens de ces implications, et puis aussi le système de gouvernance. Dans des sociétés où l'État jouit pratiquement, on peut dire, d'un monopole sur l'enseignement et l'éducation ou l'enseignement supérieur, ce qui est le cas en France, il y a effectivement je pense que je peux employer le mot l'ingérence dans tout ce qui concerne l'université, que ce soit la construction des bâtiments, que ce soit la gouvernance, que ce soit la confirmation des professeurs, etc. C'est-à-dire, c'est une implication qui est constante et sur beaucoup de champs. Alors, donc, cela veut dire, effectivement, que c'est beaucoup plus facile de gérer un système si on ne considère pas que le système est très diversifié. Et en France, pendant très longtemps, jusqu'à une époque récente, on n'a pas voulu accepter l'idée d'une compétition entre les institutions d'enseignement supérieur. Donc, on considérait que tout diplôme est à peu près au même niveau, etc. On savait, évidemment, c'est toujours le cas en France, on sait que la réalité ne confond pas à principe, mais on tient plutôt au principe. Et ça, c'est très clair dans le cas de l'enseignement supérieur, parce qu'on sait très bien qu'il y a des distinctions
entre les universités, entre les enseignements supérieurs, les institutions de l'enseignement supérieur, entre les diplômes, etc. Mais on a tenu pendant très longtemps, jusqu'à l'époque récente, avec toutes les réformes dont Mme Pécresse a parlé ce matin, c'est-à-dire là où on reconnaît quand même tous ces projets de ces nouvelles voies de l'autonomie, de création de campus, de centres d'excellence, etc., reconnaît effectivement qu'il y a de compétition et que la compétition sera bonne pour toutes les institutions. Alors, je dirais que les relations entre l'enseignement supérieur et le monde politico-administratif sont assez complexes en France. C'est à la fois étroite, bien entendu, compte tenu du pouvoir de l'État, et en même temps assez séparées en même temps. Il y a d'abord la dépendance presque totale, ne serait-ce que financière, et j'ai déjà mentionné l'autre forme de dépendance, mais ne serait-ce que financier. Je reviendrai à l'aspect financier dans une minute. Et bien que je dis que cela commence à évoluer, elles sont quand même assez éloignées puisqu'ils ne sont pas tout à fait self-governing encore. M. Rummel vient de dire qu'il y a une relation très étroite en Angleterre parce que les députés, par exemple, les membres du gouvernement, sont très liés à l'université. Alors, ceci, évidemment, n'est pas le cas. D'ailleurs, je pourrais aller plus loin et dire c'est tout à fait le contraire, puisque les dirigeants de la société, et dans le secteur public et dans le secteur privé, sont très, très éloignés de l'université. Ils ne sortent pas de l'université, ils ont très peu de sympathie pour l'université, ils ont même très peu de sympathie, s'ils le comprennent, de la recherche. Je suis bien placé pour le savoir, en fait, presque de l'intérieur, comme je m'occupe beaucoup depuis 3 ans de fonds de recherche AXA. Ce n'est pas le sujet, c'est-à-dire avec le secteur privé, ça viendra plus tard, mais le fonds de recherche AXA est un des premiers où une entreprise a créé un gigantesque fonds pour subventionner la recherche. Et je voyais l'incompréhension de la recherche au sein du secteur privé en général depuis 3 ans. Je le vois de très près. Aux États-Unis, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, bien que les universités dites privées et dites publiques existent côte à côte, ces termes n'ont pas beaucoup de sens aujourd'hui. Si on regarde les deux, en fait, aucune ne peut exister dans l'état où elle existe sans l'intervention, en tout cas l'aide financière de l'État, que ce soit l'État fédéral, par des contrats de recherche, par la garantie des prêts pour les étudiants ou la garantie des bourses, etc. Donc, toute université, même l'université la plus riche, aura du mal à combler si cet argent est retiré. Et puis, il y a aussi l'aide de l'État dans lequel se trouve l'université. Et la raison pour laquelle les relations sont assez étroites, si je peux dire, c'est parce qu'il y a d'abord, comme M. Rummel a parlé tout à l'heure, a dit pour l'Angleterre, les députés, par exemple, c'est le premier coup de fil que les universités passent à leurs députés, sénateurs et congressmen. Pourquoi? Parce que tout député a tout intérêt à avoir la meilleure université possible dans son État. Et donc, il va effectivement se déployer. Il y a d'autre part un lobby très très fort à Washington qui regroupe toutes les universités, par exemple. Ils ont des intérêts différents, bien entendu, mais sur beaucoup de points, si le Sénat ou le Congrès est en train de préparer une réforme qui va affecter d'une manière négative, par exemple, les universités, la machine est très bien rodée
ça coûte beaucoup d'argent de le maintenir et c'est effectivement déployé et en général, ils ont quand même beaucoup de succès. Je voudrais juste revenir un moment à cet aspect qui aurait pu peut-être vous choquer, de dire qu'il n'y a pas une énorme différence entre les universités privées et les universités publiques. Et ça, c'est à cause de l'instauration d'une compétition, je dirais depuis une cinquantaine d'années, l'hiérarchie entre les universités a eu plutôt tendance à s'aplatir. Le financement est très clair. Vous regardez n'importe quelle grande université publique, que ce soit l'Université de Californie, de Berkeley, etc., Los Angeles, Michigan, Minnesota, Wisconsin, etc., et vous verrez ce qui s'est passé depuis une trentaine d'années. Ils sont allés de presque 80 à 90% de financement par l'État, leur propre État, et ça ne comprend pas aussi le contrat de recherche avec l'État fédéral, a aujourd'hui inversé à 20% et à lever eux-mêmes leurs propres fonds à 80%. Donc l'État s'est retiré de plus en plus des universités publiques. On les appelle publiques parce qu'ils sont dans l'État, ils reçoivent 20%, 25%, peut-être 30%, ça dépend de l'État, mais ils ont compris qu'il fallait, pour concurrencer et pour les étudiants et pour les professeurs, ils ont décidé effectivement de se déclarer un peu plus autonome ou même beaucoup plus autonome. Donc ça a complètement changé. Et je mentionne ça parce que c'est très pertinent pour ce qui va se passer à l'université privée. Alors, je voudrais juste dire un mot sur la question de financement. Je pense que si vous regardez le classement, et ça a été évoqué dans la première séance d'ailleurs, le classement des universités françaises, en général, à quelques exceptions près, ils sont introuvables sur ces listes. Alors, c'est quand même assez frappant. Je vous dirai juste une petite citation de Antoine Compagnon, qui connaît très bien les États-Unis, puisqu'il enseigne à Columbia depuis 30 ans et qui est professeur au Collège de France. Il a écrit « Il faut vraiment se fermer au monde présent pour ignorer que notre enseignement supérieur et notre recherche sont médiocrement classés à l'échelle européenne et mondiale, et qu'il figure parmi les défis principaux de l'avenir de la nation. » Je pense que Mme Pécresse ne sera pas en désaccord avec ça, et c'est pour ça qu'elle a effectivement, elle défendra ces réformes. Alors, une grande partie du problème est effectivement budgétaire, je reconnais. Ce n'est pas tout le problème, mais c'est une bonne partie du problème financier, c'est-à-dire où va venir l'argent pour combler ces déficits. Quand vous regardez les chiffres que le gouvernement actuel met à la disposition par la création de campus, etc., c'est effectivement assez substantiel. Et pourtant, en même temps, par rapport aux besoins, c'est assez modeste. Et je pense, probablement, compte tenu de l'état budgétaire de la nation, probablement, ça ne va pas aller au-delà. Et donc, les universités commencent, avec les nouvelles fondations, etc., d'essayer de lever leurs propres fonds pour créer une capitalisation, c'est-à-dire un endowment. Bon, et il y a donc un problème à lequel j'ai déjà mentionné, c'est-à-dire cette incompréhension entre le secteur privé et le secteur public est une raison. Une deuxième raison, c'est une mécompréhension de les capitalisations des grandes universités américaines, c'est-à-dire une capitalisation de 15 à 35 milliards de dollars.
qui ne couvre d'ailleurs qu'un quart du budget. Mais je ne veux pas entrer dans le financement des institutions pour le moment. Donc, quand vous regardez d'où vient cet argent, c'est assez intéressant. Ça vient rarement des entreprises. Et ça, c'est peut-être quelque chose pour la séance de cet après-midi. Ça vient rarement. On pense que ça vient des entreprises. Si on a des bonnes relations avec les entreprises, on va pouvoir lever des fonds. Et j'ai mentionné tout à l'heure combien c'est difficile de lever des fonds des entreprises, avec tous les changements de loi, avec toutes les défiscalisations, etc. Et donc, d'où vient cet argent? Pour une grande partie, ça vient des individus aux États-Unis. Vous regardez pratiquement toutes les chaires, 90% des chaires à l'université, qui est une capitalisation pour une embauche d'un prof, à 90%, ils viennent des individus et pas des entreprises. C'est extrêmement rare que ça vienne d'entreprises. Alors, est-ce que vous avez suffisamment des gens en France, non seulement généreux, mais en l'éthique et l'adhésion, si je peux dire, à l'université, à la recherche, pour combler ce trou qui reste, et je répète, reste assez gigantesque. Moi, j'ai des doutes et je pense que c'est un des défis des années à venir. Il y a un autre problème que je n'ai pas soulevé, et je vais juste le mentionner, qui est le double système de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire les grandes écoles et les universités. Et vous avez un système où, dans les grandes écoles qui sont favorisées, qui produisent quand même les dirigeants de la société, où les étudiants non seulement ne paient pas, mais reçoivent un salaire pendant qu'ils font leur scolarité, c'est complètement à l'inverse de l'université. Donc, étant donné que vous avez ce système et que la société ou l'État est très attaché à ces deux systèmes, il faut faire avec. Il ne faut pas faire des projets de réforme un peu dans la lune, mais il faut faire avec ces deux systèmes. Autrement, donc le problème, en fin de compte, est financier, en grande partie. Excusez-moi, merci. Merci beaucoup. Bon, c'est encore une fois évidemment une intervention extrêmement riche. J'en retiens plusieurs choses. La première, c'est que d'une certaine manière, la propriété des moyens de production intellectuels aux États-Unis n'est pas un bon schéma pour comprendre le système américain. On voit bien que les universités privées et les universités publiques d'excellence, les research universities en tout cas, que ce soit sur la côte ouest ou sur la côte est, au fond, fonctionnent un peu selon le même schéma. C'est un schéma qui est très impliqué dans le marché universitaire, qui est devenu maintenant un marché mondial avec des universités qui sont en réalité des entreprises multinationales qui se battent pour attirer les meilleurs étudiants et les meilleurs professeurs du monde entier. Donc ça, je crois que c'est quand même extrêmement intéressant et frappant. Même si, me semble-t-il, le désengagement des États fédérés, notamment en Californie, que je connais relativement bien, est tout de même préoccupant pour l'avenir de ces systèmes d'excellence. Je pense au système de l'Université de Californie. J'en retiens aussi que vous nous incitez, et vous nous connaissez bien, à, au fond, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain et à faire en sorte que le système universitaire français, qui je crois évolue dans la bonne voie, évolue aussi en respectant nos propres spécificités. Et enfin, je retiens ce que vous avez dit sur l'équilibre budgétaire des universités, l'endowment, c'est-à-dire le capital
comptant pour un quart à 20%, à 30% des budgets, les frais d'inscription comptant pour un autre tiers, si je ne me trompe pas, en règle générale, et puis la culture qu'on appelle des alumni, des anciens élèves, comptant pour un bon tiers des budgets. Et il est certain qu'en France, nous n'avons pas encore véritablement cette culture des anciens élèves qui rendent à leur alma mater, d'où le terme d'alumnus, ce que l'alma mater lui a donné, et je pense qu'il y a là des pistes intéressantes. Je vais tout de suite passer la parole à Dominique Régnier, qui a une double caractéristique. La première, il est professeur des universités à Sciences Po, et donc universitaire naturellement, et puis il est aussi, depuis quelques années, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, qui est un de ces nouveaux objets dans le paysage intellectuelo-administrativo-politique français, qui sont précisément des lieux de médiation entre la production intellectuelle, scientifique, qui est le propre de l'université, et puis la décision administrative ou politique, qui est le propre de la sphère politico-administrative. Donc Dominique Régnier va pouvoir évidemment nous éclairer, qui est par ailleurs politiste de formation, va pouvoir nous éclairer sur ces nouveaux objets et sur leur positionnement nouveau dans le paysage français. Dominique. Merci Pierre-François. Je voulais commencer en vous rappelant le lien intime, étroit entre l'université en tant que savoir Vous m'entendiez pourtant, non? Est-ce que ça fonctionne là? Ok, parfait. Donc le lien étroit à l'origine entre l'université en tant que savoir, non pas en tant qu'institution, et la décision politique, le pouvoir politique. C'était un de mes dadas sur le plan académique, je ne vais pas vous embêter avec ça, c'est un simple rappel, mais il me paraît utile de redire ici que l'invention de la forme étatique, à partir de la Renaissance, pour aller vite en tout cas ici en Europe, comme l'invention de la raison d'État, comme catégorie de pensée de l'action publique, sont directement issus de la pensée de ce que nous appelons aujourd'hui les sciences sociales. Et c'est à partir de ces deux dimensions, à partir de l'État comme institution, comme à partir de la raison d'État comme manière de penser la décision, que sont nées formellement les sciences sociales. L'idée même, chez Machiavel, d'écrire est un acte à la fois savant et politique. Il s'agit bien d'un acte visant à instaurer le règne de l'empirie et de la vérité des faits dans le champ de la connaissance politique propre à favoriser la décision publique. On pourrait citer, je ne serai pas long, mais rappelez ceci, on pourrait citer la tradition des caméralistes allemands, la tradition de l'arithmétique politique anglaise. On pourrait rappeler, par exemple, les textes d'Émile Durkheim. D'abord, la sociologie durkheimienne est une sociologie fondée sur une intention de gouvernement. Lucien Hère, Auguste Comte, ou bien sûr les sciences juridiques. En France, un Carré de Malberg est à la fois un universitaire et quelqu'un qui fabrique vraiment l'État dans la norme qu'il peut projeter, produire, etc. Donc il y a en réalité, bien avant que nous inventions les universités comme aujourd'hui nous les concevons, comme nous les connaissons, il y a un lien plus qu'intime. Simplement, il me semble, alors c'est très inégal, et pour la France, je crois qu'on peut le dire, il me semble que ce lien s'est distendu ou même perdu pour certains domaines de la connaissance. Mais je tenais beaucoup à réinscrire cette origine qui est probablement une de nos difficultés. Je parle là ici plus spécifiquement des sciences sociales, une de nos difficultés à penser la place du savoir, de tels savoirs, dans la décision publique, parce que je crois qu'on pourrait le montrer abondamment, il y a une dette en termes de savoir des sciences sociales
à l'égard de la tradition étatique et même de la grande tradition de la raison d'État, comme raisonnement d'État, bien sûr, et non pas comme sa version vulgaire de l'exception ou de l'arbitraire. Deuxième remarque, la relation entre le savoir, les sciences, y compris les sciences exactes ou dures, comme nous disons dans notre vocabulaire étrange, et le monde politique a toujours été nécessaire, je dirais, c'est rhétorique, pardonnez-moi, mais enfin, les plus encore aujourd'hui, si vous m'autorisez cette espèce de laxisme dans la formule, les plus encore aujourd'hui, en raison de ce qui a été évoqué ce matin et que nous savons tous, en raison de la recomposition du monde qui s'opère aujourd'hui, et jamais les politiques n'ont eu à ce point besoin, ou en tout cas il y a fort longtemps, qu'ils n'avaient eu à ce point besoin d'un savoir plus systématique, plus fondamental, plus expertisé, pour mieux comprendre ce qui est en train d'advenir et prendre les bonnes décisions, ou autant que possible, les décisions considérées comme les meilleures au moment où ils les prennent. Et d'ailleurs, c'est un paradoxe que nous connaissons tous. Les politiques ont le sentiment d'agir dans l'instant et dans le présent, mais ils prennent des décisions qui sont censées durer. Et donc il y a une dissociation qui souvent nous conduit à des malentendus. Ça, c'est le premier élément. Il y a une nécessité nouvelle. Et en même temps, je crois que ça n'a jamais été aussi conflictuel, parce que la nature de la science d'aujourd'hui, et là je serai plus du côté des sciences dures, des sciences et des techniques, la nature, les compétences, les capacités, les potentialités de la science actuelle sont telles qu'au fond, le politique pur a le sentiment que le pouvoir lui échappe. Et finalement, devant un enjeu technique et scientifique, il a le sentiment que sa décision, au fond, est prise dans une espèce de, est-ce qu'on peut dire cela, d'obscurité scientifique pour ce qui le concerne, parce qu'il ne peut pas maîtriser, il peut à peine deviner les enjeux techniques et scientifiques de la décision qui est en question. Je ferai référence ici de manière très très rapide, bien sûr, simplement à la question des nouveaux risques ou des risques émergents. Si on prend le cas des OGM, des nanotechnologies, par exemple, ce sont des sujets sur lesquels, évidemment, les politiques ont souvent le sentiment de, par contrainte, au fond, de déléguer la décision, soit à des experts de la science ou de la technique, soit à un fait d'opinion, parce qu'au fond, ce sont un peu les deux unités de mesure, mais comme si le politique s'effaçait. Donc la relation n'a jamais été aussi nécessaire. Moi, je pense qu'elle n'a jamais été aussi compliquée, mais du point de vue, cette fois-ci, des politiques. Troisième remarque que je voudrais faire, cela a été évoqué ce matin, enfin en tout cas dans cette table ronde, il y a en effet une certaine ambiguïté sur la nature du lien entre l'université et la décision publique, où les savoirs mobilisés ou représentés par l'université et la décision publique, et notamment, il n'est pas très clair de savoir si l'université doit éclairer la décision publique ou influencer la décision publique. Il me semble qu'il y a une différence, en tout cas, on peut schématiquement faire une différence, elle n'est pas toujours aisée à observer comme réalité, parce qu'il y a comme toujours en ces matières une espèce d'ambivalence où les frontières sont poreuses, mais il est certain, et ce serait la différence que je proposerai entre ce que peut faire l'université pour la décision publique et ce que peut faire par exemple un think tank comme celui dont j'ai la charge pour la décision publique. Je pense que l'université peut apporter une espèce de spécialisation par le savoir qu'elle mobilise, de nature à aider la prise de décision en fournissant une information, une expertise, voire des modèles d'interprétation. Une fondation, un think tank, je crois à partir des mêmes outils, des mêmes savoirs et des mêmes compétences,
peut aller jusqu'à chercher l'influence, c'est-à-dire au fond favoriser des recommandations, favoriser des solutions qui s'inscrivent dans un paradigme qui se présente comme un paradigme orienté politiquement. La fondation dont j'ai la charge se présente comme une fondation libérale, progressiste et européenne, et donc elle ne se présente pas comme un centre de recherche. On ne peut pas imaginer un centre de recherche qui se dirait libéral, progressiste, européen, ou au contraire d'ailleurs antilibéral, réactionnaire et nationaliste. Enfin, je ne peux pas imaginer ce type d'identification. La question ne se pose pas. Ça ne signifie pas, évidemment, nous le savons bien, que la science ou l'université échappe à la politisation, mais au moins le sujet ne se pose pas en ces termes. Et donc il y a deux manières ici, et ceci me conduit évidemment à parler quelques secondes de ce que c'est qu'un think tank aujourd'hui, en tout cas en France, et comment cela peut illustrer la relation qui nous intéresse ce matin entre l'université et la décision publique. Ce qui est tout à fait frappant, il est déjà dans les mondes qui sont associés dans un think tank. Je parle du cas français et du think tank que je connais, la Fondation pour l'innovation politique. Je n'ai pas une documentation générale, mais c'est un témoignage ici. Je suis frappé d'observer une combinaison des mondes que je ne retrouve pas à l'université. Et je ne dis pas que c'est un manque de l'université, c'est une différence. C'est peut-être un manque d'ailleurs, mais c'est un sujet qui se discute, hein, mais c'est une différence qui est spectaculaire. Une fondation se finance largement par le soutien d'entreprises ou de donateurs privés. Et donc dans mon activité, il y a une part importante de fundraising pour trouver l'argent, ce qui suppose de convaincre des entrepreneurs ou des personnes qui souhaitent aider une fondation sur leur propre revenu. Ça, c'est le monde, je dirais, de l'entreprise et grosso modo de la société civile. En même temps, on est en relation, bien sûr, avec les parlementaires, les cabinets ministériels, le monde de la décision publique, les partis politiques, les syndicats, ce qui est un monde dont on peut avoir éventuellement plus l'habitude quand on est dans le monde des sciences sociales. Et puis, il y a aussi une relation avec l'État en tant que tel, en tant qu'institution. Et naturellement, la relation avec ceux qui sont chargés de rédiger les travaux, les expertises. Dans la fondation dont j'ai la charge, j'ai deux règles. Un, je ne fais pas appel à des militants, à des amis pour rédiger des travaux, mais à des universitaires. Et deux, ils sont rémunérés pour leur travail. Et cela crée donc là aussi une espèce de relation originale entre d'un côté les universitaires et une fondation par exemple comme celle dont j'ai la charge encore une fois, qui est un univers, je crois, relativement inédit dans le monde des sciences sociales en France. Non pas propre à cette institution, mais relativement rare en tout cas. Et il me semble que c'est ce point-là qui aujourd'hui, culturellement, alors c'est nouveau, c'est apparu il y a quelques années, nous avons même l'année dernière à 25 organisations plus ou moins ressemblantes organisé, mis en place le premier forum des think tanks. Nous récidivons cette année. Donc c'est un phénomène nouveau en France qui tend à se développer, qui travaille très modestement à redéfinir les relations entre les universités et la décision publique. Il me semble que nous pourrions faire beaucoup plus. Et par exemple, je trouverais formidable que des universitaires puissent être en plus grand nombre employés dans des think tanks pour un travail de recherche qui pourrait ensuite éventuellement même les conduire à passer dans des cabinets ministériels, puis ensuite revenir à l'université, voir s'ils le souhaitent, tenter un mandat politique. Tout cela se fait dans d'autres pays et ce serait peut-être une bonne idée de circulation. Mais ce que j'observe aujourd'hui, je conclus là-dessus, c'est au fond, il y a un progrès immense qui a été accompli puisque ce qui n'existait pas existe. Mais enfin, ce qui n'existait pas existe, mais reste tout petit. J'ai pour ma part un budget qui, dans sa généralité, si je prends l'ensemble de mes ressources, apparaît comme un budget important. C'est à peu près 1,8 million, 2 millions d'euros selon les années.
D'ailleurs, c'est très variable et ça, c'est un problème. Ça peut être aussi 0. C'est arrivé en 1994. C'est 0 pour des fondations, des think tanks installés à l'époque. Si je prends les deux grandes fondations allemandes, la Konrad Adenauer Stiftung et la Friedrich Ebert Stiftung, l'une centre-droit, l'autre centre-gauche, elles ont un budget de 120 millions d'euros chacune par an, qui est d'ailleurs un budget entièrement public. Je ne dis pas qu'il faut un budget public, mais je compare simplement 2 millions, 120 millions, et vous avez une différence qui n'est pas proportionnelle, je dirais, à la différence entre la taille de la France et celle de l'Allemagne, ou à la richesse des deux pays. Il y a donc là à voir du côté, je crois, de ce qui est à mes yeux, je ne veux pas être polémique, c'est un sujet de fond, mais je crois qu'à mes yeux, en France, il y a une tradition très ancienne, consistant à penser que la production de l'expertise doit rester le monopole de l'État. Et que l'État sait très bien ce qui est bon pour la société civile, que la société civile peut avoir des connaissances ou des compétences, mais pas pour déterminer le contenu d'une action publique. Je pense qu'il y a un problème culturel. Ce problème culturel, il existe aussi du côté des universitaires, qui ne vivent pas nécessairement très bien l'idée d'un savoir orienté vers un usage. Cela dépend des domaines. En sciences sociales, c'est là probablement que les problèmes sont les plus importants. Et cela dépend aussi beaucoup, mais naturellement, des sous-disciplines, des universités ou des individus. Mais enfin, on le ressent très, très nettement. Et finalement, entre d'un côté ceux qui peuvent penser qu'une science experte, ou qui peut à tel ou tel moment être au service d'une expertise, devient une science impure ou soupçonnable, et des politiques qui pensent que la science est au fond un discours détaché des réalités, voire fumeux, il y a les éléments qui rendent compliquée la rencontre. Et même si des progrès ont été faits, il me semble que des progrès plus importants devront être faits. Le chemin a quand même, me semble-t-il, a commencé en tout cas à être dessiné. Merci beaucoup de cet exposé. Je voudrais faire une première remarque sur la situation allemande. Et la Konrad et la Friedrich Ebert, évidemment, s'inscrivent dans une histoire particulière, et aussi dans une pédagogie de l'histoire particulière mise en place par les pouvoirs publics allemands. Donc évidemment, la situation est très différente. Au fond, ce sont quasiment, la Friedrich Ebert et la Konrad, des outils diplomatiques pour l'Allemagne. Et leur action, notamment dans tous les pays du monde, y compris en France, est extrêmement prégnante. Mais là encore, ça s'explique par des différences historiques bien claires. Et donc, le modèle ne peut pas être répliqué. En revanche, ce qui m'a paru très intéressant dans l'exposé de Dominique Régnier, entre beaucoup d'autres choses, c'est cette idée qu'il n'y avait rien, d'une certaine manière, et que maintenant il y a quelque chose. Il n'y avait rien, maintenant il y a quelque chose, à nous tous de le développer. Et je pense que c'est d'autant plus important dans les circonstances actuelles où la question de l'expertise est devenue absolument centrale. Dominique Régnier disait tout à l'heure, le politique se sent parfois dépossédé de sa capacité de choix, c'est vrai, mais en réalité le scientifique aussi. Quand on traite de sujets aussi nouveaux, labiles, sur lesquels les experts ne sont pas d'accord, que les nanotechnologies ou le clonage ou ce type de sujet à la pointe, on the edge, comme on dit aux États-Unis, de la science, en réalité, les experts aussi sont dans l'obscurité, et ils ont besoin, d'une certaine manière, du politique. Le politique et l'expert ne peuvent pas se concevoir l'un sans l'autre, en quelque sorte. Et ce qu'il faut essayer de rendre plus harmonieux, c'est la façon dont les deux interagissent, la décision devant rester naturellement toujours au politique, parce que lui seul est capable de prendre la décision par le fait que le peuple lui a donné le pouvoir de prendre cette décision, ce qui n'est pas le cas de l'expert. Est-ce qu'on pourrait peut-être prendre une question des internautes ? Bon, monsieur va répondre d'abord, enfin poser sa question, ensuite on prendra une question via Internet. Bonjour, Nicolas Charles, je suis en fin de thèse de sociologie de l'enseignement supérieur.
Donc moi je suis un des chercheurs en sciences sociales qui est aussi intéressé éventuellement par l'expertise. Et en fait je pars juste d'un cas personnel et c'est une question un peu sur justement ce lien entre décideurs et universitaires. En fait j'ai été reçu par un directeur sur un des sujets sur lesquels je travaille, j'ai été reçu par un directeur d'un think tank. Et donc a priori en fait il savait déjà à peu près ce qu'il voulait écrire et il ne cherchait pas vraiment un universitaire pour faire une recherche ou pour faire une analyse relativement indépendante et relativement objective. Alors, on peut évidemment se poser la question de l'objectivité du chercheur, on est bien d'accord. Donc du coup, ma question, c'était quelles interfaces entre universitaires et décideurs politiques il peut y avoir dans d'autres pays. Est-ce qu'il y a seulement les think tanks ou est-ce que ça fonctionne peut-être différemment qu'en France, les think tanks dans d'autres pays? Et du coup, est-ce que le think tank, c'est vraiment le bon modèle, sachant qu'ils sont très engagés en termes politiques, hein, comme vous l'avez expliqué, à l'inverse, en quelque sorte, du chercheur qui va essayer plutôt de rester dans l'objectivité. Merci. Donc la question, on avait un petit problème de son, mais la question, si j'ai bien compris, c'est comment dans d'autres pays que la France se fait la liaison entre l'université et le monde de la décision politique. Est-ce que c'est seulement par les think tanks ou est-ce qu'il y a d'autres processus? Je crois que d'abord, je vais évidemment laisser répondre en particulier peut-être M. Ramel et M. Suleiman, mais je pense que le fait même, d'une certaine manière, que l'ensemble des élites dans beaucoup des pays comparables, que ce soit l'Allemagne, les élites d'ailleurs économiques, mais aussi politiques, mais aussi économiques, on y viendra cet après-midi, que le fait que l'ensemble des élites soient éduquées sur les mêmes bancs que ceux qui vont devenir un jour professeurs d'université et chercheurs, est évidemment un point très important. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, l'aptitude au questionnement scientifique, le goût de la recherche, et simplement la compréhension même de cet être un petit peu particulier qu'est la recherche, et dans l'ADN, en quelque sorte, des décideurs administratifs et politiques, peut-être plus dans d'autres pays qu'en France, où le directeur général de l'enseignement supérieur l'a rappelé, la dichotomie d'une part entre les grandes écoles et les universités, et d'autre part entre l'ENA et le reste du monde, en gros, est quand même quelque chose d'assez central. Donc je pense que c'est certainement un élément de réponse. Bon, Bill Ramel était ministre, il a maintenant rejoint l'université. Larry Summers était le principal conseiller économique du président Obama. Il a retrouvé à Harvard où il avait d'abord été président et où il est maintenant professeur. Et il continue à publier des papiers qui sont en lien direct avec la politique économique du pays. De l'autre bord, Condi Rice, après avoir été ministre des Affaires étrangères, a rejoint Stanford. Bon, vous voyez, les fertilisations croisées entre ces deux mondes sont quelque chose de normal, d'une certaine manière, aux États-Unis, peut-être un petit peu moins en France. Monsieur Suleiman? Je voudrais juste ajouter un petit mot concernant la recherche et le financement. J'ai peut-être exagéré un peu en disant, mais vraiment très peu, en disant que le financement sera dans les années à venir la chose la plus importante. Je pense que c'est en général c'est vrai, mais l'argent ne garantit pas le niveau de recherche. C'est-à-dire, je compare, parce que j'ai regardé quand même pas mal dans les pays européens, les pays voisins à la France. La France a toujours eu une très grande tradition de recherche scientifique, dans les mathématiques, dans la physique, dans beaucoup de domaines. Et ça reste. Alors, il ne faut pas le menacer, et donc il faut le nourrir. Quand je regarde, par exemple, l'argent que l'Allemagne a mis à la disposition des chercheurs, etc., je suis très frappé par le fait, j'entends très très peu, où sont les grands économistes allemands, où sont les grands physiciens allemands, où sont les grands mathématiciens allemands. Il y en a qui sont excellents, évidemment c'est un pays extrêmement développé, etc. Mais franchement, par rapport à la France, il y a une énorme différence. Et il ne faut pas que cette différence, c'est-à-dire que la France perde ses traditions et qui ne sera pas nourrie. Mais l'argent en elle-même n'est pas capable de faire des miracles overnight.
As I understood the question, it was the tension that always exists between pure research and directed research, and the tension between funding bodies and universities and the think tanks that provide the resources and the individual academic or groups of academics who want to pursue their research. And to some extent, I think there's a link between this question and the previous one. Is there ever such a thing as political neutrality? In a sense, there are always going to be strings attached. But whether that's through a selective research funding route, whether it's metrics-based, you're still going to have to dance to a tune in order to get the funding to produce your research. I think the strongest defense you can have from stopping that becoming institutionalized bias or partisanship is actually autonomy of funding. And that's where I very strongly agreed with Ezra. I think if you look at the situation in the United Kingdom, in the United States, compared to the historic development of universities in France, we do have a greater degree of autonomy, and that's not driven by intellectual direction necessarily. It's actually the resources and the security of those resources and that autonomy. And I think that is a distinction between our two cultures. If I could just add one word to what Amsterdam just said, because I think it's very important. The tradition of the funder being hands-off, where the actual process of research takes place, or the results of the research. Let me give you one example. When a chair is created in France at a university or at a business school, any institution, it is never, to be honest, I think it's correct to say, a chair that is given in money that is given in perpetuity, where the institution chooses the holder of the chair, where the holder of the chair is prepared, ready, can do anything he wants, any research, that the research agenda is not dictated to him by the donor. And this simply does not exist in France, and I think it is very, very important that it should exist, because it is what guarantees the independence of research. Merci beaucoup.